Miroir, miroir, épisode 6. Le colorisme, ou le fait de discriminer une personne en fonction de sa couleur de peau, est un fléau qui touche énormément de monde au sein des communautés afrodescendantes et asiatiques. Les personnes foncées sont alors considérées comme moins belles et avec moins de valeur. Pour ce faire, certaines personnes utilisent des crèmes et autres opérations pour rendre leur peau plus claire, négligeant l'impact dangereux sur leur santé. Afin d'essayer de comprendre ce phénomène, je reçois aujourd'hui Isabelle Manonga Ossé, fondatrice et porte-parole de l'association Label Beauté Noire, reconnue d'utilité publique et soutenue par l'OMS et l'UNESCO, qui milite pour des produits cosmétiques de qualité pour les peaux noires et lutte contre le blanchiment de la peau. Bonjour Isabelle. Bonjour Jennifer. Vous avez fondé Label Beauté Noire en 2000 et l'association a été reconnue en tant qu'ONG en 2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse du projet et quelle était l'urgence à l'époque ? Donc effectivement, j'ai été pour la genèse de cette ONG, j'ai été interpellée dans la rue par des personnes à Évreux où j'habite et où a commencé le projet. Et donc ces personnes avaient été brûlées par des produits de blanchiment de la peau. Pourquoi moi ? Parce que j'ai toujours été très engagée. Et donc, ça se voit dans une petite ville comme Évreux. J'ai toujours au front, auprès des sans-papiers, Donc, voilà, les personnes m'ont reconnue. Donc, je suis allée écouter les personnes. Donc, il y avait aussi des enfants, des bébés. Et donc, j'ai appris qu'une pharmacienne leur avait vendu des crèmes de blanchiment de peau. J'étais assez choquée, une pharmacienne, professionnelle de santé. Et donc, ils m'ont demandé, donc les femmes, elles m'ont demandé d'être médiatrice auprès de la pharmacienne. Donc, j'ai pris les crèmes. Donc, il y avait bien le nom de la pharmacienne dessus. Et je suis allée la rencontrer pour lui demander ce qui se passait, puisque elle voulait plus du tout recevoir les personnes qui étaient brûlées. Et c'est à partir de là que vous vous êtes dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer le phénomène. Mais encore pire que ça, en fait, la pharmacienne n'a pas voulu discuter. Elle voulait plus communiquer. Donc, je me suis dit que c'était quand même incroyable et que ces personnes, méritaient qu'on leur réponde. C'était quand même une urgence. Et donc, ce que j'ai compris ce jour-là aussi, c'est que les personnes ne connaissaient pas leurs droits, en fait, en tant que telles. Donc, je les ai accompagnés à la DGCCRF, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est la direction des fraudes et de la concurrence. Donc, il faut savoir que dans chaque ville de France, il y a une instance, on est quand même en France, il y a une instance réglementaire pour tout ce qui concerne des produits frauduleux, pour tout ce qui concerne des problèmes des citoyens et des consommateurs. Donc, on est parti avec les crèmes à la DGCCRF. On a donc déposé les crèmes pour qu'elles soient analysées. Et en sortant de là, les femmes m'ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et en fait, moi, je pensais que c'était fini. Moi, dans ma tête, j'avais fini. Elles m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et effectivement, il fallait soigner. Et donc, moi, j'avais réussi à avoir un médecin. Je me rappelle, à l'époque, c'était le Minitel. Je me suis dit, comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir dans tout ça ? Et donc, le médecin a réussi à les calmer un peu, à donner les soins, trucs et autres. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quand même un problème. Et ça a été le début, de Label Beauté Noire. Donc voilà, de Label Beauté Noire. Mais comment le colorisme a traversé l'histoire pour s'ancrer définitivement dans l'inconscient collectif, avec comme résultat, justement, les pratiques qu'on connaît aujourd'hui ? En fait, ça a toujours existé, le colorisme, puisqu'il s'agit quand même d'une discrimination sociale. Donc, effectivement, on nous dit, par rapport à l'histoire du colorisme, il y a des sources historiques par rapport à l'esclavage et la colonisation. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même 400 ans de colonisation des peuples noirs, donc ascendance africaine, je dirais. Donc, aussi bien l'Afrique que l'Asie, que l'Amérique. Donc, 400 ans. Et donc, c'est resté quand même dans l'imaginaire collectif. Mais le colorisme, en fait, c'est une discrimination qui est spécifiquement dans les
communauté. Donc si nous, on prend toujours le cas de la pyramide et tout en haut, il y a le teint blanc. Donc ça, c'est le Graal, c'est ce à quoi on aimerait ressembler. Et tout en bas, il y a le noir. Donc en fait, c'est aspirer, bon voilà, ce noir qui veut aspirer, qui veut arriver jusqu'au teint blanc et être, bon voilà, le modèle ambiant et la beauté majestueuse du blanc. Il y aurait en France près de 30% de femmes qui se dépigmentent. Parmi ces personnes, il y a des personnes afrodescendantes, comme vous l'avez dit, des personnes d'Asie centrale, du Sud, des personnes maghrébines et même des métisses. Mais pourquoi on parle seulement des femmes d'origine africaine alors qu'elles sont loin d'être les seules ? Eh bien justement, il y a une stigmatisation des femmes africaines. Donc ça, nous, on avait été très révoltés. Donc nous sommes donc à l'initiative des premières campagnes en France, ça faut le savoir, parce que c'est une ONG qui est lanceuse d'alerte et auprès des pouvoirs publics. Et on a mis en place les premières campagnes en 2000. Et en 2009, on a travaillé avec la mairie de Paris pour lancer la première campagne en France. Donc quand on a travaillé avec la mairie de Paris, ça a été l'un des sujets de problèmes parce qu'ils voulaient stigmatiser les femmes africaines et lancer la campagne à Château-Rouge. Et nous avons refusé. Nous sommes désolidarisés. Parce qu'il n'y avait pas qu'à Château-Rouge que ça se passe. Et que nous, on reçoit des femmes asiatiques, indiennes. Donc, c'est dommage. Si on veut parler de santé publique, il faut englober tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on veut vraiment enfermer la femme africaine dans un problème qui est mondial et qui n'est pas celui qu'on pense. Puisque moi, je me rappelle avoir fait une enquête avec une journaliste du Monde, Catherine Simon, sur la question justement de la dépigmentation volontaire. Et elle a fait le tour du monde. Et au final, dans ces chiffres, c'était bien l'Asie qui était le premier continent concerné par le blanchissement de la peau. Je crois d'ailleurs que c'est l'Indonésie et le Japon qui sont en tête. Voilà. Donc, c'est pas du tout des pays africains. D'ailleurs, on compte aussi beaucoup d'hommes, de plus en plus nombreux. Il y a des exemples de célébrités comme le chanteur jamaïcain Vybz Kartel ou même le joueur de baseball Sammy Sosa. Vous disiez en janvier 2018 dans un article de Slate avoir créé un groupe Facebook à leur destination. Pourquoi ? Parce que les hommes ne sont pas faciles en fait à questionner. Et donc, il fallait avoir une approche beaucoup moins visible que celle des femmes, qui est déjà très compliquée. Mais les hommes, c'est encore pire. Et donc, c'est d'ailleurs un homme. Donc voilà, je vous dis, c'est donc un homme qui s'occupe du groupe. D'accord. Parce que c'est plus facile pour eux de se livrer, d'expliquer cette pratique. Exactement, c'est plus facile pour eux d'expliquer entre hommes. Donc, vous voyez déjà le côté entre hommes. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que, pareil, malaise social, manque de colorisme, manque de représentativité des hommes noirs qui sont souvent... à qui on propose souvent du travail subalterne, aussi toute la question sur la mode, entre parenthèses, et l'idéal de beauté culturelle. Donc, on a beaucoup ça c'est assez amusant, d'hommes, et on a identifié les pays, en fait, sans stigmatiser, mais essayer d'entendre en Afrique, par exemple, quels sont les pays où il y a plus d'hommes qui utilisent ces pratiques-là qu'ailleurs. Et donc, on essaye de leur donner la parole. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place, puisque je suis porte-parole. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à force de les entendre parler comme ça depuis longtemps, on s'est dit qu'il fallait leur donner la parole et qu'eux viennent s'exprimer. Et donc, on est dans ce travail, et avec nos groupes de parole, donc on travaille avec un ethnopsychologue qui s'appelle Ferdinand Ezembe, et lui fait des groupes de parole avec ces gens pour savoir pourquoi ils en sont venus là. Et ce qui marche, pourquoi on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas allé avec un œil
en termes de stigmatisation ou en termes de montrer du doigt ou vouloir culpabiliser. C'est plus pour les aider. Voilà, c'est plus un accompagnement. Donc, on a vraiment la première structure où les gens viennent, les femmes viennent, et on a vraiment l'impression qu'elles viennent se reposer, quoi. Elles s'allongent, elles s'assoient, elles se disent bon. Elles viennent aussi se confier elles d'une certaine manière. Elles viennent se confier et expliquer toute cette souvent souffrance de. Moi, je pense encore à une femme qui me disait bon voilà, mon mari est parti au Sénégal épouser une femme beaucoup plus claire et donc voilà, moi j'ai décidé aussi de la concurrencer. Enfin, souvent il y a des histoires intimes dans lesquelles il est compliqué d'aller dire ben non, stop, là, tout là. Et c'est pour ça que quand on voit souvent la presse stigmatiser, montrer du doigt, dire stop, arrêtez truc, il faut vraiment savoir que c'est vraiment pas facile et qu'il y a un travail, il y a une histoire derrière, c'est des gens. C'est pas du bois, quoi. Ce sont des personnes avec leur histoire, avec leur intimité. Quand on touche à la peau, on touche à l'intimité des personnes. Et là, il faut il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, à la sémantique. Et souvent, nous, on essaye d'être formés à toute cette sémantique. Donc, avec notre pôle de dermatologues. Donc, on travaille avec la Société française de dermatologie, donc qui a mis en place un groupe peau noire. Et donc, le dermatologue, là, Antoine Mahé, il nous dit, voilà, par rapport aux termes employés, éviter. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce qu'en fait, ce que l'industrie, en général cosmétique, n'a pas compris quand elle délivre ses messages marketing, c'est qu'en face, il y a des patients et des consommateurs. Et souvent, on oublie les patients. Donc, on s'adresse aux consommateurs qui sont en bonne santé. Il n'y a pas de problème, c'est du marketing, tout ce qu'on veut. Mais quand il s'agit de patients, il y a toute une déontologie à laquelle il faut se souscrire, c'est-à-dire le respect de la personne humaine. Et souvent, on n'a pas cette vigilance et cette déontologie. On a envie de faire du buzz, on a envie de... Et d'ailleurs, nous, on a des pics d'appels quand c'est envoyé spécial, quand c'est... Voilà, donc, on sait que... Bon, voilà, ils vont nous dire, oui, mais pourquoi les femmes africaines toujours? Pourquoi il n'y avait pas une asiatique? Et pourtant, dans vos groupes de travail, il y a souvent des maghrébines, il y a des indiennes. Pourquoi c'est toujours nous? On a l'impression que... Voilà. Donc, il y a une double peine sur les femmes noires qui est pénible. Donc déjà, elles sont femmes, elles sont noires. Donc voilà, faut pas en rajouter. Par rapport à leur mal-être qu'on ressent dans la société. Et il y a aussi cette histoire de dépigmentation qui dès qu'on écrit un article, c'est sur elle, quoi. Donc ça, c'est pas normal. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont les marques pour le blanchiment de la peau n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes à se promouvoir. Je me rappelle d'une publicité que j'avais vue diffusée en pleine après-midi, je me rappelle plus de la marque, mais sur Énergie Paris, une chaîne de la TNT, avec un avant-après qui montrait une femme noire plus claire. Et une fois qu'elle était plus claire, en fait, elle était plus heureuse, elle avait plus de succès. Et je me disais, mais comment ça se fait que ça passe en pleine après-midi sur une chaîne de la TNT ? Qui les finance? Qui se dit que c'est normal en fait en 2018, enfin c'était pas en 2018, c'était en 2016, mais dans nos années récentes, d'avoir encore recours à ce type de message? Bah écoutez, parce qu'elles le valent bien, hein, je veux dire, hein, c'est des gros lobbies, voilà, donc on paye pour avoir ce qu'il faut. Donc on voit très bien, nous aussi dans les magazines afro-caribéens, hein, vous voyez bien, hein, les publicités tout azimut, on fait comme si on va mettre une militante en couve, mais à l'intérieur, on va avoir plein de pages de publicité à tout va, avec ses crèmes éclaircissantes. Donc, nous, on a déposé un amendement. Faut savoir que nous, notre travail, il est
surtout aussi très réglementaire et législatif. Donc, on a déposé un amendement sur la publicité, sur la communication transparente des produits éclaircissants. Et donc, on suit le dossier. C'est Madame Georges Paul-Angevin qui est députée. On a eu Christiane Taubira. On a alerté depuis très longtemps, je vous dis 18 ans, aussi les politiques pour leur dire que la loi, c'est la loi. Donc, à partir du moment où il y a un flou artistique et que rien n'est réglementé, il suffit d'aller à Châteauroux, Château d'Eau, vous avez des pans entiers de magasins, de gens qui vendent à tout va des produits blanchissants, mais au-delà de ça, ce sont quand même des ingrédients toxiques. On a de l'hydro... Voilà. Donc voilà. Mais justement, en dehors du côté purement esthétique, qui sur du long terme peut donner un résultat aussi pas très harmonieux, on sait aussi que les produits dépigmentants peuvent avoir des conséquences très graves pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ? Oui, justement. Et je voulais aussi vous dire que c'est vraiment un enjeu de santé publique en France. Et ça, il va vraiment falloir que les gens se rendent compte que autant la cigarette, autant l'alcool, autant tous ces problèmes, la dépigmentation volontaire est reconnue enjeu de santé publique en France depuis le 16 novembre 2011. Donc, autour de ça, il y a la mise en place de campagnes, d'informations auprès des professionnels médico-sociaux. Donc, il y a tout un réseau aujourd'hui à une échelle nationale qui travaille pour la prise en charge des patients. Donc, c'est des infirmières, c'est des pharmaciens, c'est des assistantes, c'est des associations. Il y a des formations. Enfin bon, voilà. Donc, nous, on s'était battus pour que quand on a lancé l'alerte, pour que ça soit reconnu. Et à partir du moment où ça a été reconnu, on a travaillé avec l'État. Donc, c'est les agences régionales de santé. Et pourquoi c'est reconnu d'utilité publique en termes de santé ? Quelles sont les conséquences en fait que ça a sur les gens ? Oui, en fait, parce que ça a été reconnu parce qu'avant, les principaux concernés, on avait l'impression que c'était vraiment de la rigolade, que c'était pas vrai. Ah oui, on pensait blanchiment, rigoler, bon voilà. On n'avait pas forcément conscience du fait qu'on allait là, mais que derrière, il y avait vraiment des incidences graves pour la santé. Donc ça, on voulait que l'État l'écrive noir sur blanc. Mais quelles incidences ? Donc c'est cancer de la peau, diabète, insuffisance rénale, addiction, parce qu'il faut savoir que les produits comme les dermocorticoïdes, donc c'est de la cortisone, c'est comme de la drogue. Donc c'est pour ça, des fois, on dit aux gens arrêtez. Quelqu'un qui prend de la cortisone, vous pouvez pas lui dire d'arrêter comme ça. Il faut quand même qu'il soit accompagné pour qu'il y ait tout un processus de désaccoutumance aux produits. Et voilà, donc les médecins vous le diront, à l'hôpital Saint-Louis, le docteur Petit le dit, que voilà, il faut aider les gens et les accompagner dans leur désaccoutumance, d'autant plus qu'on sait que quand on arrête d'utiliser des produits, la peau, elle se venge un peu. Ça veut dire on redevient noir. Donc ça veut dire que socialement, les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais c'est souvent d'autres personnes. Nous, on voit les avant, après. Donc il faut avoir... faut résister aux signaux de l'entourage ou des gens qui disent mais qu'est-ce qui t'est arrivé, et aussi des boutons, donc voilà, donc faut vraiment qu'il y ait cette prise en charge et cet accompagnement. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que l'impact sur la santé n'est pas que physique, c'est aussi mental. Il y a un vrai impact sur la santé mentale. Qu'est-ce qui se passe pour ces patients, comme vous dites, qui du jour au lendemain doivent se désintoxiquer, doivent faire face à une nouvelle peau, un nouveau visage ? Comment ça impacte leur santé mentale ? Je peux vous dire que c'est assez émouvant, parce qu'on entend des gens dire qu'ils ne sont pas noirs. Donc, voilà. Donc, on a toute une... là, nous, en fait, on met à disposition les psychologues, ethnopsychologues, donc les adresses, voilà, qui prennent en charge, écoutent, accompagnent, essayent, parce que souvent, c'est individuel. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi, à un moment de leur vie, ils se sont retrouvés
à vouloir... on sent qu'il y a une déconnexion quelque part. Et donc là, vraiment, il faut vraiment des expertises. Et vraiment, j'insiste sur le thème parce que souvent, on a vraiment l'impression que tous ces thèmes sont devenus matière à buzz, matière à vouloir quelque part avoir quelque chose de fun. Bon, voilà, sur les réseaux sociaux, on voit bien que c'est devenu soit tendance, soit truc. Stop! En face, il y a des patients. En face, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin d'entendre des spécialistes les aider, les accompagner. Pour tous les autres, les consommateurs, bon ben voilà, on peut. Donc c'est juste cette vigilance-là qui est importante sur ces sujets et qu'on ne traite plus ces sujets-là comme des sujets lambda où on va mettre, oui voilà la dépigmentation là, si, et puis voilà les crèmes qu'on vous propose. Mais c'est pas qu'une question esthétique. C'est pas qu'une question esthétique. Il y a derrière d'autres enjeux qui sont très importants. Et notamment les enjeux sanitaires qui sont les nôtres et sur lesquels, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment des personnes qui ont déconnecté, qui méritent d'être accompagnées de manière psychologique. Et donc là, il faut faire très attention. Malgré tout ce que vous venez de nous dire justement sur la dangerosité de ces produits sur la santé et toutes les initiatives mises en place pour en arrêter la vente, on en trouve encore très souvent, donc comme vous disiez tout à l'heure, dans les boutiques, souvent dans les arrière-boutiques de Château-Rouge, Barbès, enfin les boutiques qu'on connaît qui vendent des produits capillaires, souvent afro. Et le phénomène récemment s'est détourné et se présente à travers des pilules. Parfois, c'est des médicaments qui sont prescrits dans des cas de traitement autres et les gens se rendent compte qu'en fait, ça éclaircit la peau, donc les utilisent. Et des injections aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique ? Pourquoi, en fait, on trouve encore des produits dans ces boutiques ? Et comment ça se fait que le phénomène s'est déplacé ? Et en fait, avec le progrès, malheureusement, voilà, donc il y a les pratiques évoluent. Bon, les injections, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus aux États-Unis. On avait beaucoup plus des injections aux États-Unis auprès des stars et autres, parce qu'en fait, les injections permettent d'uniformiser la peau. Donc, il faut voir que quand quelqu'un utilise des injections, il n'y a pas sur les phalanges, on voit moins, voilà, c'est beaucoup plus uniforme et c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est des arrêts cardiaques. Donc, par contre, les crèmes, bon, on voit toujours qu'il y a une différence de teint. Souvent sur les mains. Souvent sur les mains. Et par rapport aux gélules, de plus en plus en Asie. Et donc, c'est des détournements de médicaments, comme vous disiez tout à l'heure, qui arrivent de plus en plus en Afrique. Donc là, en Afrique, c'est carrément une alerte au niveau de l'OMS, puisque là, maintenant, c'est des femmes enceintes qui utilisent ces produits pour les enfants qui vont venir. Donc là, c'est devenu une crise. C'est devenu carrément une crise. Et en France ? Et en France, très peu. Mais beaucoup en Asie, beaucoup en Afrique. Et donc, pour l'OMS, c'est vraiment cette crise-là qui est très préoccupante parce que les femmes enceintes, elles utilisaient déjà des crèmes. Mais aujourd'hui, c'est ces gélules-là qu'on trouve sur le marché, qu'elles avalent et qui portent préjudice à leur santé. Et quelques-unes, en France, ici, dans les communautés plutôt asiatiques. Donc, nous, on intervient souvent dans les PMI auprès de médecins qui nous sollicitent, donc c'est les préfectures ou les centres de PMI qui nous alertent des gélules auprès des femmes enceintes, souvent asiatiques, japonaises ou très peu d'africaines. Donc voilà, donc nous on essaye par rapport aux pratiques d'identifier les populations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un enjeu mondial et que c'est dérisoire, c'est pas normal d'africaniser un problème qui concerne autant de populations. À votre avis, comment on peut sensibiliser cette question dès le plus jeune âge, en expliquant par exemple qu'avoir la peau foncée n'est pas un problème et pour empêcher les futurs adultes de s'éclaircir la peau ? Qu'est-ce qu'il faut
Plus de campagne, Voilà, mais il faut parler aux enfants, il faut éduquer. Voilà, donc il y a une responsabilité des parents d'expliquer à leurs enfants, de s'accepter. Voilà, vous avez des nattes, donc voilà, je pense que vos enfants vous voient bien dans votre peau. Voilà, vous acceptez tel que vous êtes. Il y a eu ce genre d'initiative aux États-Unis où les psychologues, vous avez dû entendre parler de ce test de la poupée, où les poupées, les enfants allaient vraiment de manière tout à fait normale vers quel est votre idéal de beauté, quelle poupée. C'est la poupée blanche. C'est la poupée blanche. Donc en fait, on voit arriver maintenant des poupées noires, on voit que en termes d'éducation, les parents ont vraiment un rôle à jouer. Et c'est vrai avec la mairie de Paris, on avait fait des ateliers comme ça dans les écoles avec les CPI pour expliquer aux jeunes tout ce qui concerne leur expliquer la mélanine dans les lycées aussi, que c'était vraiment une richesse, parce que c'est ce qui permet de protéger notre peau. C'est comme si vous arrachiez votre peau et que de manière logique, vous retrouviez sujette à toutes sortes de maladies parce que vous avez enlevé ce qui vous protège. Donc voilà, on essaie d'expliquer, mais ce qu'on a compris dans les lycées, c'est pas qu'on voulait devenir blanc, c'est qu'on voulait devenir métis. Donc ça, on nous citait Beyoncé, Rihanna, c'était un ton plus clair. Et donc ça aussi, c'est un vrai travail d'éducation, de prévention, de sensibilisation. Je vous dis, à 18 ans. Donc je pense que c'est un peu comme la cigarette et l'alcool. C'est un travail de longue haleine. Qu'il faut continuer à perpétuer et voilà, je pense que on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui s'acceptent telles qu'elles sont. On voit aussi au niveau de la mode qu'il y a aujourd'hui toute une mouvance où on valorise l'Afrique, ça va. Mais justement, est-ce que la télé, la publicité, les médias en général ont un rôle à jouer en mettant plus de personnes noires et notamment foncées dans des rôles clés, dans la mode, dans les pubs, etc., histoire de ne pas avoir une représentation biaisée de la beauté qui se limiterait à être soit blanc ou soit très clair. C'est vrai que par rapport à l'image et la représentativité, il est incontournable qu'on voie que les enfants, nos enfants, que nous voyons d'autres gens, de toutes les couleurs, qu'il y ait une représentativité qui soit à l'échelle de la société. Parce que sinon, on joue pas le jeu et on n'existe pas, on est invisible et quand même en termes d'égalité, puisque on est dans une république, le triptyque est liberté, égalité, fraternité, donc l'égalité doit pouvoir exister. On a vu quand Christiane Taubira, pour citer son nom, a été nommée ministre de la justice. Voilà comment ça a été reçu dans la société. On l'a traité de singe, on l'a traité de donc ces images de femmes noires dirigeantes qui décident, qui réfléchissent. Il en faut de plus en plus. Nous, on nous citait Ramayad dans les lycées quand elle était là. C'est pour vous dire qu'on attendait justement et là c'est pas. Et Ramayad, pour le coup, en plus, elle est foncée. Donc c'est aussi une représentation. Elle avait des tresses, elle avait donc les gens voulaient voir cette France-là qui est aussi la France de tous les jours. Donc, je pense que les médias ont un rôle à jouer sur la représentativité et sur toutes ces images qu'on nous envoie dans les médias, dans ce que nos enfants voient. Ils ont envie de se reconnaître. C'est comme un miroir. C'est comme votre émission Miroir. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Alors, l'idée n'est pas de pointer les personnes qui ont recours à cette pratique de la dépigmentation de la peau, loin de là, puisqu'on comprend, comme vous l'avez dit, que c'est lié à des années, des siècles de domination blanche. Mais si une personne en a eu recours, par exemple, ou en a recours actuellement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir ? Est-ce qu'il y a des groupes de parole, même des médecins spécialisés qui peuvent les aider ? Est-ce que vous avez des noms ? Oui, bien sûr. Vous avez Antoine Mahé, qui est dermatologue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à une échelle nationale. Donc, vous allez à l'hôpital Saint-Louis, vous avez Antoine Petit, là, pas très loin d'ici,
Vous allez en région, en fait, on essaie de tisser une toile nationale pour que, en fait, quand on va rencontrer un médecin et qu'il me dise pas non, c'est quoi, je sais pas faire. Parce que c'était vraiment un no man's land. Quand on a commencé, les médecins n'avaient pas été formés au peau noire, ils savaient pas de quoi on parlait. Donc voilà. Donc il y a eu au moins un processus et même les dermatologues de la Société française de dermatologie forment d'autres dermatologues à mieux connaître les peaux, les cheveux. Donc, en fait, c'est un mouvement qui est aussi, du point de vue médical, est en train vraiment de se mettre. Donc, sur notre site internet ou sur nos groupes Facebook, tapez La Belle Beauté Noire. Vous venez demander. Ce qui est malheureux, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, il n'y a pas donc on continue, si vous voulez, à alerter, à dire qu'il faut aussi, à côté du tabac ou à côté de l'alcool, mettre des pigmentations. Et nous, on va encore plus loin dans la pression, puisque on prépare une certification. Donc, c'est un label qui va être sur les produits et où les gens... voilà, parce qu'on ne peut Ça, c'est votre prochain grand chantier. C'est notre prochain grand chantier, parce qu'il faut différencier le médicament du produit cosmétique. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a insisté pour que l'État lance des listes noires de produits interdits. Donc, on a eu plusieurs listes noires de médicaments. En fait, c'est des médicaments, mais il n'y avait pas les cosmétiques. Donc, il y a les cosmétiques et les médicaments. Donc, nous, on va aller vers les cosmétiques maintenant parce qu'il y a toute cette mouvance de crèmes éclaircissantes, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les lignes de produits cosmétiques. On a dit que les femmes noires achetaient 7 fois plus de produits cosmétiques en termes marketing, vous imaginez. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut aider. Il faut aider les consommateurs qui sont comme ça et les patients qui sont comme ça, un peu pris dans du marketing à tout va. Voilà. Et où on n'a pas les budgets nécessaires. Mais donc, il faut faire pression sur le porte-monnaie. Voilà. C'est le prochain grand chantier, la certification, le label sur les produits qui sont... clean, en fait. Qui sont clean ou en fait, qui respectent la réglementation cosmétique. Donc, c'est-à-dire que, on ne va pas valoriser les produits de blanchiment de peau ni de défrisage. Mais il y a des produits hydratants qui valorisent, en fait, nos peaux, qui ont été testés, parce que la plupart ne sont pas testés sur les peaux noires. Enfin, nous, on va vraiment... Aussi, autour de la table, il y a des parties prenantes. On a beau faire de la prévention, si on ne met pas autour de la table les fabricants de produits cosmétiques, c'est comme si on faisait rien. Parce que, par exemple, la semaine prochaine, le 19, moi, je serai à la Cosmétique Valley. La Cosmétique Valley, c'est justement tous les fabricants, les Dior, les Chanel, c'est eux. Donc, leur faire savoir, nous, on est indépendants, on ne vend pas de produits cosmétiques. Donc ça, on en est très fiers. Dès le début, on a dit, il n'y aura pas de boutique, il n'y aura pas de vente, parce qu'on veut justement avoir cette indépendance de ton qui permet de justifier la véracité de notre combat. Parce que, effectivement, il y en a beaucoup qui disent qu'ils militent, mais si vous regardez à côté, ils vendent des produits indirectement. Donc, nous, on n'en vend pas. Donc, ça tombe très bien. Et ça permet justement d'avoir cette liberté de ton et qui permet de faire pression auprès des fabricants, des grands groupes. Et tout en sachant aussi qu'aujourd'hui, on a... du point de vue répressif, on a les class actions ont été approuvés en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les consommateurs peuvent se regrouper, les patients peuvent se regrouper et porter plainte et faire comme aux États-Unis où on a eu des grandes class actions sur des défrisants L'Oréal, où on a eu des grandes class actions où on a eu des avocats et où on a dû payer des millions pour les patients. Donc, pourquoi pas, à l'avenir, montrer l'exemple de cette façon et pour qu'on puisse enfin respecter les gens, quoi. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Jennifer. C'était un plaisir. C'était l'épisode 6 de Miroir, Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et pour retrouver tous les épisodes, c'est sur binge.audio ou sur toutes les plateformes de streaming audio. Et si vous avez un message à me laisser, vous pouvez m'écrire sur Instagram et sur Twitter. Binge.